Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pas comme les autres, pas comme celle que j'ai l'habitude de faire. Rassurez-vous, nous n'allons pas coder aujourd'hui. Je fais cette vidéo pour attirer votre attention sur le fait que, même en tant que data scientist ou data analyst, vous devez ajouter la compétence développement d'applications web à vos compétences professionnelles. Et cela est faisable avec Air Shiny de façon très simple. Vous pouvez y arriver. Donc, mon nom est Josué Afouda. Je suis formateur en data science et en programmation avec les langages comme R et Python. Sur ma chaîne YouTube JA Data Tech Consulting, je diffuse très souvent des formations, des tutoriels en data science, machine learning, etc. Donc, si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être les premiers informés lorsque je publie une nouvelle vidéo. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, je vais vous présenter Air Shiny. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer l'importance de savoir développer des applications web, même en étant data analyst ou data scientist. Et par la même occasion, je vais vous présenter deux applications que j'ai récemment créées. Vous allez voir de façon pratique en démo qu'est-ce qu'on peut faire avec Air Shiny. Alors, Air Shiny, c'est quoi? Tout simplement, c'est une framework, c'est un package de R qui vous permet de faire du développement d'applications web. Donc, avant de plonger dans Air Shiny, je voudrais que vous compreniez ce qu'on appelle data product. En français, on pourrait dire produit de données, mais je préfère le terme anglais parce que c'est plus consistant et puis pour moi, ça a du poids et ça a beaucoup plus de sens. Donc, qu'est-ce qu'un data product? Un data product, c'est tout simplement un produit fini, d'accord? De la même façon que vous avez des produits finis en industrie, ici, en data science, par exemple, un data product, c'est un produit fini d'une analyse statistique. C'est en fait ce qui ressort de toute votre analyse de données ou de la modélisation de vos données, d'accord? C'est ce qui est la valeur ajoutée même de votre analyse, d'accord? Et un data product permet d'améliorer la prise de décision basée sur les données. Vous savez, aujourd'hui, les entreprises sont orientées data driven. Ça veut dire que aujourd'hui, ce n'est plus un chef tout puissant qui est en haut là-bas et qui décide de tout. Non, les données pilotent l'activité des entreprises aujourd'hui. Donc, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui génère de plus en plus de données. Et vous avez entendu plusieurs fois les thèmes de big data, intelligence artificielle, etc. Donc, les décisions ne se prennent plus au hasard maintenant. Les entreprises prennent leurs décisions sur la base de données. Mais ces données brutes ne peuvent pas directement permettre de prendre des décisions, d'accord, sur les procédés en entreprise. Donc, il faut passer par ce qu'on appelle les data products. Donc, ces data products améliorent la prise de décision au sein d'une entreprise. Et comme data product, vous pouvez avoir les dashboards, dont vous en avez sûrement entendu parler, les tableaux de bord, des graphiques interactifs, des rapports, d'accord? Ça peut être sous forme de PDF, ça peut être même des livres électroniques, donc des e-books et des applications web. Et c'est sur ce type de data product que nous allons nous appesantir aujourd'hui. Alors, les applications web comme data product permettent d'automatiser l'analyse et la modélisation des données. D'accord? Donc, c'est très important, l'automatisation en entreprise. Parce qu'une entreprise veut gagner de l'argent et ne veut pas perdre du temps. D'accord? On dit time is money. Donc, ici, les applications web en tant que data product permettent d'automatiser l'analyse et la modélisation des données. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire que les codes que vous avez écrits en tant que data scientist ou data analyst peuvent être transformés
en application web interactive et cela donne des avantages à toute l'entreprise. Ça vous donne déjà vous-même des avantages parce que vous n'aurez pas à refaire chaque fois le même travail. D'accord? Si vous, par exemple, vous créez un code pour prédire des ventes, par exemple, quand vous le transformez en une application web, la prochaine fois que vous allez vouloir faire des prédictions de ventes sur de nouvelles données, vous utilisez tout simplement votre application web. Et ça permet aussi à votre manager ou aux décideurs de l'entreprise de pouvoir utiliser, d'accord, votre application web sans même coder, sans même avoir codé et ni installer des choses sur leur ordinateur. Nous allons voir tout cela en profondeur. Alors, Shiny, comme je le disais, c'est un package du R. C'est comme Pandas, c'est un package de Python, TDVS, c'est un package de R. Shiny aussi, c'est un package de R qui vous permet de transformer vos analyses de données en des applications web interactives et engageantes. J'insiste beaucoup sur le mot engageant parce que les utilisateurs de l'application, de votre application web, pourront interagir avec les graphiques que vous avez créés, avec vos algorithmes et modèles de machine learning ou même de deep learning, sans aucune installation sur leur PC et sans même savoir coder. Donc, pour vous expliquer, en entreprise, votre manager ou bien les décideurs se foutent pas mal de votre code. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Ils se foutent pas mal que vous sachiez écrire 100 lignes de code, 500 lignes de code, 1000 lignes de code, que vous soyez un génie du code, des langages informatiques. Ça, ils s'en foutent pas mal. Ce qu'ils veulent, c'est leur présenter des produits, des data products qui leur permettent de prendre des décisions actionnables, qui leur permettent de prendre des décisions quant à améliorer les processus dans l'entreprise. Donc, c'est ce qu'ils veulent que vous fassiez. Donc, ce n'est pas la longueur de votre code ou bien le type de fonctionnalité tellement complexe que vous avez utilisé. Donc, c'est ça Shiny vous permet de faire. Permet de transformer votre code en une application web interactive que toute l'entreprise pourra utiliser. Avec Shiny, vous avez juste besoin de savoir coder en R pour créer vos applications web. Donc, quand on parle de développement d'applications web, les gens pensent automatiquement à des trucs comme JavaScript, no-code, des frameworks dont seulement le nom vous fait peur déjà. D'accord? Mais ne vous inquiétez pas, si vous savez coder en R, tout simplement, vous pouvez créer des applications web. Et je vais vous montrer en fin de vidéo, d'accord, restez jusqu'à la fin, suivez cette vidéo, c'est très important. Je vais vous montrer deux applications web que j'ai écrites en moins de 2 semaines. Je vais dire même en moins d'une semaine, d'accord. Deux applications web très complexes qui permettent de travailler, de faire de l'analyse de données. Donc, vous allez pouvoir découvrir que c'est possible. Donc, vous avez juste besoin de savoir coder en R. D'accord? Pas besoin de connaître HTML, CSS, JavaScript, Python, etc. Bon, moi, je sais programmer en R et Python. D'accord? Mais si vous savez juste programmer en R, ça suffit largement pour créer des applications avec R Shiny. Et avant que les amoureux de JavaScript ou bien d'autres frameworks ne me coupent ma tête, vous pouvez, lorsque vous connaissez ces outils, ces autres outils et technologies, vous pouvez les combiner avec R Shiny pour créer des applications beaucoup plus puissantes. Mais ça, c'est à un niveau vraiment très avancé. Shiny, à lui seul, vous permet déjà de faire déjà pas mal de choses. D'accord? Donc, de façon claire, comment ça se passe? Une application web, d'abord, il faut comprendre ce que c'est qu'une application web. Une application web, c'est deux parties. Il y a l'interface utilisateur qu'on appelle en anglais le front-end, d'autres disent UI, donc utilisateur interface, un truc comme ça, en anglais quand même. Donc, l'interface utilisateur, c'est ce que vous voyez quand vous ouvrez par exemple un site web ou une application, c'est ce qui se présente à vous. Mais derrière ça, il y a des fonctions, il y a du code, il y a tout un agencement de calcul qui se fait. Et ça se fait au niveau du serveur, ce qu'on appelle le back-end. Donc, avec Shiny,
vous allez pouvoir non seulement écrire l'interface utilisateur avec R, mais vous allez pouvoir aussi écrire le serveur, le code pour le serveur avec toujours R. D'accord? Donc, vous écrivez votre code et serveur avec R. Donc, ça veut dire que vous utilisez votre ordinateur en ce moment comme serveur. Donc, c'est lui qui va, c'est à l'intérieur de votre machine que les calculs vont s'opérer. Et vous le déployez maintenant sur un serveur en ligne, d'accord? L'intérêt de le déployer, c'est quoi? Quand vous le déployez, d'autres personnes qui n'ont même pas installé R dans leur ordinateur, qui n'ont pas installé les packages que vous avez utilisés pour faire votre analyse de données, qui ne savent même pas coder, d'accord, vont pouvoir utiliser votre application en toute sécurité et de façon optimale. Donc, quand vous pouvez déjà voir votre application web au niveau de votre ordinateur et l'utiliser, mais quand vous le déployez en ligne, tout le monde pourra l'utiliser. N'importe qui dispose du lien de votre application pourra l'utiliser. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la suite de la vidéo. Donc, restez connectés. Ne bougez même pas d'un pouce. Et comme je le disais, l'interface utilisateur aussi, pardon, est écrit en langage R. Donc, c'est Shiny qui orchestre tout ça. Derrière les fonctionnalités de Shiny, il y a un peu du HTML, du CSS, du JavaScript. Tout est derrière déjà. Donc, les développeurs de Shiny nous ont vraiment rendu la tâche facile en nous mettant seulement que du code R. Nous, on voit seulement que du code R dans les fonctions. Mais derrière, ils ont mis un peu du JavaScript, du HTML, tout ça. Mais on n'a pas besoin de connaître tout ça là. D'accord? Si vous savez coder en R, je vous assure que vous allez pouvoir créer des applications aussi complexes les unes que les autres. D'accord? Donc, voici un peu l'image que vous devez avoir en tête lorsqu'on parle d'application web. Il s'agit de deux parties, le serveur et l'interface utilisateur. Donc, le back-end et le front-end. Vous allez pouvoir faire les deux uniquement avec le langage R. Donc, vous allez me dire, ah, Josué, pourquoi en tant que data scientist ou data analyst, pourquoi je vais devoir créer des applications web? Pourquoi je vais en fait, vous vous demandez pourquoi? Pourquoi créer des applications web? Pourquoi ne pas demander aux développeurs de l'entreprise de le faire? Le développeur de l'entreprise, c'est possible qu'il ne connaisse rien en data science, d'accord? Donc, ce sera vraiment compliqué de lui expliquer les choses. Donc, vous pouvez lui expliquer, d'accord? Et il peut le faire. Mais imaginez que vous soyez un data analyst ou un data scientist qui a cette compétence encore. Donc, ça veut dire qu'en vous, l'entreprise a deux personnes en un, deux pour un. D'accord? Donc, ça ne fait que augmenter votre employabilité ou bien ça ne fait qu'augmenter, comment on appelle, je ne sais pas quel terme utiliser, mais c'est-à-dire cette compétence que vous avez en plus des compétences du data scientist ou du data analyst, ça fait de vous un spécialiste de la data, un spécialiste complet. D'accord? Si je peux m'exprimer ainsi. Je vais vous donner quelques exemples de situations où vous allez pouvoir, même en tant que data analyst, data scientist, créer des applications web pour permettre à votre entreprise de prendre des décisions sur la base des données. Imaginez un scénario tout simple. Vous êtes dans une entreprise euh, où le département marketing naturellement fait ce qu'on appelle la segmentation de clientèle en utilisant des algorithmes de clustering comme le KMIS. Je vais d'ailleurs vous montrer en démo une application que j'ai créée qui vous permet de faire du KMIS avec n'importe quelle donnée en fichier CSV. Donc, je disais, vous êtes data scientist dans cette entreprise ou data analyst, peu importe, et vous faites souvent des tâches de segmentation. Donc, vous avez fait un clustering des données clients de l'entreprise, des clients de l'entreprise, et vous montrez le résultat sous forme de nuage de points
à votre manager. Donc, votre manager visualise les différents clusters sur votre graphique. Alors, vous avez travaillé par exemple avec k égale à 2. Et naturellement, votre manager vous demande, mais qu'en serait-il si tu prenais k égale à 3, ou bien k égale à 4, ou bien k égale à 5? Donc, ce que vous allez faire, vous allez retourner tranquillement dans votre bureau. Vous allez peut-être changer le k, d'accord, égal à 3. Et vous allez revenir lui montrer le résultat. D'accord. Il va dire, mais c'est bien, mais quand k égale à 4, par exemple, ça fait quoi? Vous allez encore repartir dans votre bureau. Cette fois-ci, vous aurez l'idée de transformer votre code en une fonction. D'accord? Qui est une fonction, donc, quand vous mettez le k en argument, ça vous génère automatiquement le graphique. C'est bien beau, vous montrez ça à votre manager, il est content, mais sauf que lui, il n'aime pas toucher au code. Il n'aime pas toucher au code, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va vouloir changer le cas et réexécuter dans votre notebook, ou bien là où vous avez travaillé, il doit être avec vous, il doit vous appeler. En tout cas, il n'aime pas voir le code. Ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est transformer votre code en une application web qui lui permet seulement de cliquer lui-même et de choisir le nombre de cas qu'il veut, tout simplement. Et vous avez réglé le problème. Et cette application web que vous avez créée peut vous servir de rapport pour votre travail. Donc, vous avez tellement bien fait l'application et je vais vous montrer une application pareille en démo. Et les gens peuvent choisir le nombre de cas, visualiser les résultats, et faire de la standardisation des données, de la normalisation, télécharger même les données directement à partir de votre application. Sans rien télécharger, sans rien installer dans l'ordinateur et sans savoir coder. Et prochainement, quand on va vous demander d'insérer une autre étape dans votre analyse, peut-être par exemple de faire une ACP des données, vous partez au niveau du code source de votre application et vous mettez une ACP. Donc, au fil du temps, vous allez avoir une application complète. Et ça, c'est fait une seule fois. D'accord? Vous avez fait ça une seule fois, vous allez l'utiliser toujours. Vous n'aurez plus besoin de coder à chaque fois pour faire vos différentes tâches. Donc, c'est de l'automatisation ici. Et qui parle d'automatisation en entreprise parle de gain de temps. Qui parle de gain de temps parle de gain d'argent. Et c'est ce que l'entreprise veut connaître. L'entreprise se fout que tu sais que vous sachiez écrire 1000 lignes de code ou 10 000 lignes de code. Ce n'est pas son problème. Donc, voilà un exemple de cas pratique, typique de scénario pratique où vous allez devoir créer une application web. Vous pouvez créer aussi des applications web pour automatiser la prévision des ventes. D'accord? La prévision des ventes avec un modèle de machine learning ou un modèle de deep learning. Si vous avez déjà créé par exemple un modèle de deep learning, vous savez que c'est des modèles vraiment extrêmement complexes, c'est des boîtes noires. D'accord? Beaucoup de personnes n'y comprennent pas grand-chose. D'ailleurs, moi aussi, je n'y comprends pas grand-chose, sans vous mentir. Tout le monde sait coder, on sait coder. Le code, c'est pas ce qu'il y a de compliqué en data science. Ou bien lorsque vous faites un projet de machine learning. Le code, c'est pas compliqué. Mais comprendre vraiment tout ce qu'il y a derrière le modèle, c'est ça le problème. Donc, les modèles de deep learning sont des boîtes noires, d'accord? Vous savez pas vraiment les interpréter. Donc, quand vous remettez un code long comme le bras à votre manager, lui, il se perd. Donc, les décideurs de l'entreprise ne veulent pas voir, vous avez fait ad séquentiel, et Keras, tout ça. Et eux ne veulent pas voir ça. Montrez-leur une application où vous leur expliquez que en ajoutant une couche, par exemple, en ajoutant le nombre de neurones, voilà ce que ça donne comme résultat, comme prédiction. Donc, ils peuvent cliquer, s'amuser en cliquant et changer les choses. Et après, s'ils sont satisfaits, bien si vous discutez ensemble et que vous êtes satisfait des paramètres d'entrée et de ce qu'il y a en sortie, donc vous gardez ce modèle-là. Et ça veut dire que la prochaine fois que vous allez avoir de nouvelles données et les utiliser pour prédire les ventes, vous n'allez plus, en tant que data scientist, tu n'auras plus à coder, d'accord? Tu n'auras plus à recoder tout du début. Donc, ça veut dire que tu fais en ce moment une sorte de mise en production de ton code. Et c'est ce genre de travail qu'on attend de la part d'un data scientist ou d'un data analyst.
ce n'est pas faire de la data science dans son notebook, c'est pouvoir sortir des produits, des data products qui permettent aux décideurs de prendre des décisions sur la base des données. Donc, voilà pourquoi, en tant que data scientist, vous devez absolument apprendre à créer des applications web. Et ce n'est même pas compliqué. Moi, je l'ai fait. Ça veut dire que moi, j'ai appris à le faire. Bon, vous allez me dire que moi, je sais coder en R, je sais coder en Python. Voilà, je crée des formations. Voilà, certains m'appellent expert. Je n'aime même pas ce mot-là, ce thème-là. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'expert. C'est un thème que je n'aime pas du tout parce que chaque jour, moi, je continue d'apprendre. J'apprends chaque jour, chaque seconde, j'apprends. Et mes connaissances s'actualisent au fur et à mesure et aussi la technologie évolue. Donc, je ne vois pas quelqu'un qui venir dire, voilà, je suis expert de ci, je suis expert de ça. Non. Donc, moi, je l'ai fait, ça veut dire que vous êtes capable aussi de le faire et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le faire. Dans un autre cas que vous rencontrez souvent, dont tout le monde est habitué, c'est la création de tableaux de bord, d'accord, pour piloter l'activité d'une entreprise. Donc, vous allez me dire, ben, si je peux créer les tableaux de bord avec des outils de business intelligence comme Power BI, etc., pourquoi alors apprendre à créer une application web qui va me permettre de créer mes tableaux de bord, mes dashboards? La raison est toute simple. En créant une application, d'abord, en créant vous-même votre application web, vous avez plus de contrôle. D'accord? Vous avez plus de contrôle. Très souvent, les outils de business intelligence qu'il y a sont des outils très complexes et vous pouvez rapidement vous perdre. Mais si vous avez cette compétence de savoir créer des applications web, vous pouvez créer une application toute simple où vous contrôlez vraiment ce que vous faites et qui va vous permettre d'automatiser la création de vos tableaux de bord. Ce qui veut dire que si les situations changent, d'accord, et que vous avez à nouveau à générer un tableau de bord, vous allez au niveau de votre application web, vous changez des paramètres et ça vous génère directement un autre tableau de bord. Très simple. Donc voilà l'utilité de pouvoir créer, de savoir créer une application web dans ce cas-là. Donc, vous pouvez générer, d'accord, des rapports de manière automatique et aller plus vite. Donc, qui dit aller plus vite dit voilà, gain de temps et gain d'argent par conséquent. Vous devez aussi savoir programmer et savoir créer des applications web parce que vous allez pouvoir vendre cette compétence, d'accord? En tant que, par exemple, freelance, si vous pouvez devenir freelance pour la création d'applications à la demande et sur mesure. Donc, les entreprises ont des besoins particuliers, d'accord? Et les solutions en matière d'outils techniques qui existent sont souvent des solutions générales et ne sont pas forcément adaptées aux besoins précis et au procédé de l'entreprise. Donc, si vous avez cette capacité-là de créer des applications web à la demande et sur mesure, ça veut dire que vous allez pouvoir vendre cette compétence-là en tant que freelance. Donc, vous allez le vendre aux entreprises, vous allez la vendre aux instituts de recherche, surtout les instituts de recherche, parce que à ce niveau, vous avez affaire à des scientifiques qui ne sont pas forcément outillés pour ce genre de développement, pour le développement d'applications web. Donc, vous irez vers eux, essayez de comprendre leurs besoins, d'accord? Ils vous expliquent leurs besoins et vous leur concevez une application sur mesure, d'accord? Destinée à répondre à leurs besoins et aux problématiques de recherche. Vous allez aussi pouvoir créer des formations et former d'autres personnes à pouvoir développer des applications web. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire dans très peu de temps. Vous pouvez aussi utiliser cette compétence pour votre usage personnel, c'est-à-dire vous pouvez créer votre propre site web, d'accord? Vous pouvez aussi créer votre CV en ligne, d'accord? Au lieu d'avoir un CV en PDF ou sous forme papier,
vous pouvez créer un CV en ligne. Donc, vous pouvez insérer l'URL du CV au niveau de votre CV PDF. Et quand le recruteur regarde, il peut cliquer, aller voir par exemple votre portefeuille de projet, vos réalisations, etc. Donc, ça peut être aussi bénéfique pour vous de façon personnelle. Donc, voici quelques exemples. Il y en a tant d'autres, tant de situations qui vont vous amener à créer des applications web. Je n'ai cité que quelques-unes, il y en a vraiment plusieurs. Et laissez-moi vous dire aussi que savoir créer des applications web développe votre créativité, développe votre intelligence. Moi, j'en ai fait l'expérience. Déjà, j'en fais l'expérience chaque jour en écrivant du code, soit pour créer des modèles de machine learning, de deep learning, faire des analyses de données en data science. Parfois, vous êtes confronté à des situations où vous ne connaissez même pas une fonction préconstruite de Python ou de R ou un paquet qui peut vous permettre de faire le travail. Donc, ça veut dire que vous devez créer. En ce moment, vous êtes amené à créer parce que lorsqu'on applique les fonctions, tout simplement, ça, c'est bien beau, tout le monde peut le faire, c'est facile. Mais là où ça devient plus intéressant, selon moi, c'est lorsque vous n'avez pas à votre disposition une fonction ou un package qui vous permet de faire le travail précisément. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, vous êtes obligé de créer. Donc, et voilà, j'ai passé près d'une semaine à créer, parce que j'étais confronté à des situations. Donc, je réfléchis comment contourner les verrous, comment contourner cette façon de faire et la faire de façon plus très simple. Donc, étant donné que moi, je suis dans un objectif de démocratisation de la programmation et de la data science, et lorsque je veux sortir une formation, je m'arrange à ce que une personne, même débutante, puisse comprendre ce que je suis en train de lui dire. D'accord? Il faut pas, je n'emploie pas des thèmes compliqués, je ne fais pas des tout écrits, je n'écris pas du code compliqué. Donc, j'aime toujours faire les choses de manière simple pour que cela soit accessible à tout le monde. Et ça développe la créativité. Et c'est très bien pour vous-même personnellement, c'est très bien. Et puis, c'est satisfaisant. À la fin, lorsque vous avez votre application web et vous avez des retours des utilisateurs, ça vous conforte et ça vous fait plaisir. D'accord? Ça, c'est satisfaisant. Lorsque vous créez une application web à une entreprise qui maintenant, grâce à votre application, a amélioré son processus de prise de décision, a gagné beaucoup en temps. Voilà, c'est des choses, plus que l'argent qu'ils vont vous donner, c'est une satisfaction morale à votre niveau. D'accord? Donc, on continue. Donc, on a assez parlé. Maintenant, je vais vous présenter maintenant les deux applications que j'ai créées récemment afin de vous montrer vraiment comment se présentent les applications web interactives avec Shiny et un peu ce que vous pouvez faire aussi. Donc, allons-y, passons à la démo. Après vous avoir expliqué un peu tout ce que vous devez comprendre derrière Shiny, ce que c'est qu'un data product, je vais maintenant vous montrer en démo deux applications que j'ai récemment créées. Là, je suis sur mon compte shinyapps.io. Shinyapps.io vous permet, c'est créé par RStudio, ça vous permet de déployer vos applications Air Shiny. Donc, vous pouvez les déployer ici, c'est gratuit. Il y a aussi des versions payantes avec plus d'options. Mais moi, je suis sur la version gratuite qui est quand même satisfaisante pour moi jusqu'à ce moment. Et pour des besoins euh, à court, moyen ou long terme, je pourrais peut-être prendre un abonnement payant. Mais avec ça, avec l'abonnement gratuit, vous pouvez déployer 5 applications par mois et vous avez un temps de 25 heures mensuelles. Donc, un temps
de session. Voilà, le temps de session, 25 heures. Et pour le moment, c'est largement suffisant. Il y a même des possibilités d'écrire au support de RStudio pour leur demander de vous augmenter votre temps de session, de passer par exemple à 30 heures. Et ils le font très souvent. Ici, donc vous voyez que c'est bien moi, d'accord? C'est bien moi. J'ai commencé à créer du code et des applications web. J'ai commencé d'abord à apprendre. Après, j'ai créé des applications web il n'y a que 2 semaines de cela. D'accord? Et lorsque je vais vous montrer les 2 applications que j'ai créées, cela va vous étonner parce que c'est des applications que j'ai voulu quand même un peu complexes pour vraiment apprendre. D'accord? Donc, là, j'ai 2 applications qui sont en sleeping, donc en train de dormir. On va les ouvrir maintenant. J'ouvre la première Cam's App. D'accord? Donc, voilà. Ici, vous avez un peu les détails, le nombre d'heures que j'ai déjà fait sur cette application dans 0,28 heures et l'URL. Donc, ça, je peux maintenant partager. Je peux partager, par exemple, cette URL-là à plusieurs personnes. D'accord? Donc, en disposant de cette URL, ils peuvent utiliser mon application. Cela est intéressant, surtout par exemple pour les étudiants. Ils peuvent créer des applications et les mettre dans leur portefeuille de réalisation. Et comme ça, le recruteur voit que, ah, voilà quelqu'un qui ne parle pas seulement, ne fait pas seulement un CV long comme le bras, voilà, vous n'êtes pas là pour dire je sais faire ci, je sais faire ça, mais en montrant vos réalisations, le recruteur a beaucoup plus confiance. D'accord? Donc, voilà l'URL. Si je l'avais déployé dans mon serveur personnel, j'aurais sûrement une URL personnalisée. Mais ici, on passe par le serveur de RStudio. Donc, on a une URL shinyapps.io. Je clique dessus et je vais vous montrer l'application. Voilà. Mon application s'appelle K-Means Clustering App for Any Raw Data. Donc, c'est une application qui vous permet de faire de l'analyse, de la segmentation de données en utilisant l'algorithme de clustering K-Means pour n'importe quelle donnée brute, pourvu qu'il soit en fichier CSV. Donc, je vous présente un peu l'application. Ici, vous devez rentrer l'URL de votre fichier CSV. Pour le moment, je l'ai configuré uniquement pour recevoir les URL des fichiers CSV. Je pouvais le configurer de telle façon que vous téléchargez les données à partir, par exemple, de votre ordinateur, mais ça sera beaucoup plus lourd. Et puis, en faisant ainsi, il y a une taille maximale de données de fichiers qu'il faut télécharger. D'accord? Mais en passant par l'URL, c'est plus simple. Donc, ici, par défaut, j'ai l'URL. J'ai une URL qui me mène aux données Iris. Donc, c'est dans l'un de mes répertoires GitHub. Vous avez juste besoin d'une URL de fichier de données CSV. C'est tout. D'accord? Donc, vous venez là, vous copiez. Je vais vous faire une démonstration. Vous copiez, vous collez là tout simplement. Quand vous rentrez les paramètres que vous voulez, vous faites submit et tout va se calculer automatiquement. Donc ici, c'est à cocher. C'est coché par défaut, d'accord? Il faut le décocher lorsque votre fichier n'a pas d'entête, c'est-à-dire n'a pas de nom de colonne. Donc vous voyez, tout ça, c'est de la configuration. C'est de la programmation qui est derrière, c'est du code qui est derrière. Mais ici, on ne voit que l'interface utilisateur. Et c'est ce que les décideurs veulent voir. Ils s'en foutent du code. Alors, ici, vous pouvez faire de la normalisation et de la standardisation de vos données. Parce que ici, on parle de K-Means, qui est un algorithme qui utilise les distances. Donc, c'est très important que les données soient normalisées ou quand même standardisées. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Pour ceux qui ne connaissent pas, ne savent pas la différence entre normalisation et standardisation,
je vais mettre des liens vers certains de mes tutos YouTube ou de mes livres que j'écris ou de mes articles qui vont vous permettre de comprendre la différence. Ici, vous avez le contrôle sur le nombre de clusters. D'accord? Donc, je vous avais donné un exemple de scénario où le manager demandait de varier le nombre de clusters. Donc, voici ici, vous pouvez varier le nombre de clusters. Vous pouvez mettre 6, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. D'accord? Ici, 2, 3, etc. Ici, vu que on va afficher les résultats de la segmentation dans un nuage de points, donc vous allez choisir maintenant vos variables, les variables que vous voulez visualiser. Donc, dans vos données, est-ce que c'est la colonne 1, c'est la colonne 2, etc. Vous choisissez, vous avez le choix en X et en Y. D'accord? Donc, moi, je vais les laisser sur 2, 3. Et quand vous avez fait tout ça, vous cliquez sur Submit. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, super. Vous avez déjà dans l'onglet Clean Data, vous avez les données et c'est des données nettoyées. Ce n'est pas les données brutes là qui sont là. D'accord? Derrière moi, j'ai écrit un programme pour nettoyer les données en considérant les cas possibles. D'accord? Ça peut arriver que le cas de votre fichier ne soit pas pris en compte dans mon programme. D'où l'intérêt, quand vous créez une application, de suivre son utilisation et de prendre les avis, d'accord, les avis des utilisateurs. Parce que c'est eux qui utilisent l'application chaque fois. Ils vont rencontrer des problèmes, ils vont vous les poser et vous allez maintenant rentrer dans le code source et essayer de régler ces problèmes-là. Et c'est pour cela que vous voyez souvent les applications ont plusieurs versions. Donc, la version 3 est sortie, la version 4 est sortie. Donc, tout ça, c'est dans le but d'améliorer la performance de l'application. Donc, moi, j'ai essayé de prendre en compte quand même un scénario où on rencontre des valeurs manquantes, où on a des valeurs catégorielles, parce que ici, on parle quand je dis catégorielles, je précise bien que c'est des variables type chaîne de caractères. Donc, vous avez des mots, des lettres. Ici, on veut des chiffres parce que c'est un algorithme qui utilise la distance. Donc, on ne peut pas calculer la distance entre des mots. D'accord? Même si c'est possible, mais ça, c'est un autre débat. Donc, voilà vos données nettoyées. Et ici, j'ai mis quand même un lien qui vous permet de télécharger ces données-là au fichier CSV. D'accord? Donc, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir télécharger tranquillement en fichier CSV. Donc, je peux faire ouvrir, je peux faire enregistrer sous. D'accord? Donc, ça, c'est possible. Et ici, c'est un tableau interactif parce que ça vous permet de sélectionner le nombre de lignes que vous voulez visualiser, etc. D'accord? Vous pouvez même faire des recherches et vous pouvez aller sur la deuxième page, etc. Donc, tout ça, ça a été configuré dans le code source. Maintenant, on passe à la normalisation. Donc, ici, vous avez les données normalisées. Par défaut, les données sont normalisées. Vous pouvez changer, vous pouvez dire non, je veux une standardisation. Donc, vous standardisez vos données et je mets la possibilité aussi de les télécharger. En supposant, puisque vous voulez les utiliser par exemple pour un autre modèle, donc vous pouvez les télécharger et aller les utiliser pour ce modèle. Ce n'est que la première version de l'application K-Means Clustering. J'ai beaucoup d'idées, d'accord, pour améliorer cette application et ça va se faire dans le temps. Alors, après les tableaux d'entrée, d'accord, vous avez la recherche du meilleur nombre de cas. Donc, vous savez, pour l'algorithme du K-Means, vous avez le choix du cas. Donc, il faut pouvoir déterminer le meilleur cas. Et si vous ne le savez pas, il y a des méthodes qui permettent de le faire. Donc, par exemple, la méthode du code, ce qu'on appelle en anglais Elbow Method. Donc, ici, ça affiche directement le graphique. D'accord? Ça affiche directement le graphique et vous allez pouvoir déterminer le cas. Il y a aussi la méthode de la silhouette moyenne, d'accord, average silhouette. Et ça, c'est des graphiques interactifs. C'est des graphiques interactifs. Vous pouvez les télécharger en PNG, d'accord. Je peux télécharger, regardez. Je peux télécharger, donc moi je ne vais pas le faire, je fais annuler. D'accord. De toute façon, je mettrai le lien de l'application
dans la description de la vidéo et vous allez pouvoir vous amuser avec. Vous pouvez même zoomer, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est un graphique interactif. Et maintenant, ce qu'on veut vraiment, c'est visualiser les clusters. Donc voilà, les clusters. Donc j'ai mis 3. La méthode, les deux méthodes m'ont suggéré 2. Donc je mets 2 par exemple. Et voilà, ça me change automatiquement. Ici, j'ai visualisé pétalymphe et c'est pas oui. Si je veux visualiser, par exemple, je peux visualiser autre chose. D'accord? Je peux visualiser une autre variable. Ici, je peux changer aussi si je veux. D'accord? Regardez. Donc, je peux changer le nombre de clusters. 3, 4, 5, 6. Ça se calcule automatiquement. Automatiquement. D'accord? Et c'est ça en entreprise. C'est ça ce qu'ils veulent. Ce n'est pas voir votre code brut. Ça n'intéresse personne. Il ne faut pas qu'on se mente. Le code brut n'intéresse en réalité personne. C'est ce que vous créez. C'est la valeur ajoutée que vous donnez à votre code. C'est la valeur ajoutée que vous apportez à l'entreprise. Donc, quand vous apportez quelque chose comme ça à votre manager, voilà, ça, c'est ce qu'il veut. D'accord? Il peut aller vers les décideurs et dire, ah, bon, pour les clients, voilà, si on fait, je pense, si on fait 5 clusters, c'est bon. D'accord? Donc, ça permet de prendre des décisions. Donc, voilà un peu. Et comme je vous l'ai dit, par défaut, c'est les données Iris, mais on peut changer. Vous pouvez rentrer votre URL. Donc, amusez-vous à le faire. Moi, je vais prendre par exemple Boston. Boston CSV, si vous connaissez ce fichier-là. Donc, c'est un fichier qui récapitule les variables qui donne les caractéristiques de plusieurs maisons à Boston. Et on va l'utiliser, on va segmenter ces observations-là. Donc, je vais copier l'URL de cette donnée-là. Donc, je reviens ici et vous allez voir, je repars par exemple là, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais tout simplement coller. Regardez automatiquement. Ça me charge les données. Et rassurez-vous, dans les données brutes, il y a des valeurs manquantes. Et il y a beaucoup de choses pas très nettes. Donc, ici, vous avez les données nettoyées automatiquement que vous pouvez télécharger. D'accord? Et vous mettez maintenant les paramètres. Donc, ici, standardisation, regardez, normalisation, standardisation. D'accord? Donc, nous, on dit, bon, on laisse sur standardisation. On va regarder ce que les méthodes nous disent. Les méthodes nous disent, voilà, ça a changé, vous voyez. Donc, vous voyez, les résultats sont là. Ok, on est sur 2. Il nous suggère 2. Regardez la coupe, ça avait changé. Ça a changé par rapport pour Iris. D'accord? Donc, on laisse sur 2 et on visualise le nombre de clusters. D'accord? Regardez les variables qu'on a visualisées. Bon, ça ne nous plaît pas car c'est indus là. On va changer les variables. D'accord? On va mettre d'autres variables par exemple. Regardez. Donc, je mets les variables là. Donc, vous connaissez les définitions de vos variables. Ce que ça veut dire. Ici, je mets 3 clusters. Et voilà. Donc, voilà la première application que je voulais vous montrer. En dehors de ça, vous pouvez insérer des liens. Par exemple, j'ai mis un lien. Je peux faire clic droit, ouvrir le lien. Et ça me redirige vers mon LinkedIn. D'accord? Donc, j'espère que vous êtes abonné à mon compte parce que je publie aussi beaucoup de choses sur LinkedIn et ce serait bien que vous ayez aussi ces contenus-là parce que c'est des contenus éducatifs et c'est des contenus pour vous permettre d'acquérir très rapidement des compétences en data science. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en message privé. Voilà, c'est la communauté, c'est la famille en fait. Donc, voilà la première application que je vais vous donner. Cette application m'a permis réellement de prendre en main Shiny, d'accord? Parce que j'ai pu, voilà, faire mon interface utilisateur, j'ai pu écrire le code dans le serveur pour faire les calculs. Bon, déjà que je savais faire le k-means, je savais faire la segmentation de clientèle, la segmentation de données. Donc, j'ai juste transformé mon savoir
d'accord, que j'avais en le mettant maintenant dans tout ça dans une application pour permettre à d'autres personnes de l'utiliser sans coder, d'accord. Voilà la première application. Je vais vous montrer maintenant la deuxième application. Et la complexité à ce niveau a beaucoup augmenté. Donc, je repars sur mon compte. Donc, voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses, hein. D'accord. Je vais faire All. Et voici la deuxième application, Portfolio Analysis. Je clique dessus. Regardez. Et voici le lien. Donc, on va voir ce que c'est. Donc, c'est une application qui permet de faire l'analyse d'un portefeuille d'actifs. J'avais écrit un livre sur l'analyse de portefeuille avec le langage Python que vous pouvez retrouver sur Amazon. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de la vidéo. Et je prépare maintenant un livre sur l'analyse et l'optimisation de portefeuille en utilisant R et R Shiny. Et la construction d'une application, d'une telle application fera aussi l'objet de ce livre-là. Je vais vous montrer exactement comment créer une telle application. Vous allez voir ici, la complexité par rapport à l'application sur le Camis a vraiment augmenté. Moi-même, j'ai senti ça à un moment donné. J'ai voulu abandonner le projet, mais pour ceux qui me connaissent, voilà, c'est pas dans mon vocabulaire d'abandonner. Ici, vous avez la possibilité de contrôler le nombre d'actifs de votre portefeuille. D'accord? Vous allez peut-être voir des applications pareilles sur Internet où les gens construisent des applications pour analyser le portefeuille, mais très souvent, le nombre d'actions ou bien le nombre d'actifs est fixé. Soit c'est 3, soit c'est 2, soit c'est 4. Moi, j'ai fait de la programmation dynamique ici pour permettre à ce que vous ayez le contrôle total sur le nombre de portefeuilles que vous voulez. Donc, je vais d'abord commencer par vous montrer les différents onglets. Donc, déjà, on a les prix, les rendements agrégés, d'accord? Dans les prix, vous avez les données, les statistiques, les histogrammes, les graphiques. Dans les rendements, un peu pareil. Données, des rendements, les statistiques, les histogrammes, la corrélation, et des graphiques encore, ce qu'on appelle beginner of period, end of period. Ça, c'est des thèmes techniques que je ne vais pas expliquer là, dans cette vidéo. Vous aurez le temps de tout comprendre dans mon livre qui va sortir bientôt. Ici, au niveau des rendements agrégés, vous avez aussi différents onglets. Analyse de la performance, d'accord? Il y a plusieurs paramètres que vous avez. Et maintenant, optimisation du portefeuille. D'accord? Donc, voilà, c'est ici la complexité. Déjà, vous voyez que c'est beaucoup plus important que dans l'autre application. Comme je le disais, vous avez le contrôle par défaut, c'est 1. D'accord? Je vais même peut-être changer la valeur par défaut parce que quand on parle de portefeuille, c'est au moins 2 actifs quand même. Ou ça peut être un actif quand vous investissez par exemple dans... Ça peut être un seul actif est considéré comme portefeuille. Par exemple, si vous investissez dans le S&P 500 par exemple, qui est déjà en lui-même un portefeuille. C'est un indice boursier qui représente les 500 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis. D'accord? Et c'est d'ailleurs les 500 plus grandes entreprises du monde. Donc, ici, moi, je vais mettre 2, par exemple. D'accord? Regardez ce qui se passe automatiquement quand je change le nombre d'actifs. J'ai ces onglets-là qui apparaissent. Donc, Asset 2 qui apparaît et je peux choisir le symbole de mon actif. D'accord? Et j'ai WET 2 aussi. WET 1, WET 2, c'est le poids de ces actifs-là dans le portefeuille. D'accord? Et je sélectionne, je peux choisir. Donc ici, je vous ai inséré un calendrier. Je peux choisir, vous pouvez choisir la date de début, la date de fin. Donc, vous récupérez les données sur cette plage, plage-là. Et il y a un paramètre ici qui est très important, Balance On. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, d'accord? Ça, c'est de l'analyse de portefeuille.
Quand vous avez fini, vous faites Submit. Donc ici, on va, par défaut, c'est Amazon. On va par exemple choisir Google. Donc, je mets Google, d'accord. La somme des poids doit être égale à 1. Donc, je vais mettre pour Amazon, par exemple, 0,6. D'accord. Quand même, le pas est très fin pour permettre de configurer vraiment vos analyses et vos stratégies d'investissement. Voilà, 0,4 ici. Donc, la somme fait bel et bien 1. Je vais laisser par défaut, sinon vous pouvez changer, voilà, mettre le début, tout ça. Et assurez-vous seulement que vous ayez des données disponibles pour tous vos actifs dans cette plage-là. Parce que toutes les entreprises ne sont pas rentrées au même moment en bourse. Je sais que Facebook est rentré un peu plus tardivement que Google, par exemple, ou Amazon. Donc, il faut tenir compte de tout ça pour choisir votre plage de données. Et en matière d'analyse de portefeuille, ce n'est pas forcément avoir un grand ensemble de données qui compte. Donc, ce n'est pas parce que vous avez 30 ans, 40 ans de données que la stratégie que vous allez construire par la suite sera la plus performante. Non. Quelqu'un peut construire une bonne stratégie avec 10 ans de données journalières seulement. D'accord? Donc, ici, je laisse par défaut 2015 à 2020. D'accord? Ou je vais peut-être mettre 2010. On va voir 2010. Donc, regardez, 2010, je vais mettre 31 décembre, par exemple. Voilà, 31 décembre. Donc, 31 décembre 2010 à 31 décembre 2020. 10 ans. Donc, je peux mettre balance en annually, et trimestriellement, et mensuellement, hebdomadaire et journalier. Donc, par défaut, je laisse sur non. D'accord? Et je fais Submit et vous allez voir ce qui va se passer. Super. Donc, on revient ici. Donc, automatiquement là, les données sont chargées directement. Les données sont chargées à partir de Yahoo Finance. D'accord? Automatiquement. Donc, j'ai pu faire le pont avec Yahoo Finance. Donc, vous avez les données de Yahoo Finance, les données journalières sur ces actifs-là, sur ces actions. Vous pouvez les sauvegarder en fichier CSV sur votre ordinateur. Donc, voilà une première option, une première fonctionnalité très intéressante de cette application. Vous allez pouvoir consulter les statistiques. Donc, voilà, le minimum, le prix minimum, etc. Donc, ici, c'est les prix de clôture. C'est les prix de clôture quand même. C'est les prix de clôture. Donc, vous avez le maximum, etc. Vous avez quand même les statistiques, les histogrammes. Donc, voilà, j'ai mes histogrammes, mes deux histogrammes, puisque j'ai deux actifs. Si je rentrais trois actifs, j'aurai les trois là. D'accord? C'est de la programmation dynamique et réactive. Ici, vous avez le tracé de tendance là. Donc, voilà, c'est une évolution haussière. Maintenant, on passe au rendement. Vous avez aussi les données. D'accord? Les rendements sont calculés automatiquement. Le portefeuille est généré en fonction des poids que vous avez mis. Dans la suite, il y aura l'onglet pour l'optimisation du portefeuille. Vous pouvez sauvegarder aussi. D'accord? Vous pouvez sauvegarder. Vous avez les statistiques sur les rendements, donc des actifs et du portefeuille, les statistiques. Les histogrammes, regardez, un histogramme s'est ajouté, c'est l'histogramme des rendements du portefeuille. Et vous avez la comparaison de la densité de probabilité et avec la courbe de la loi normale. D'accord? Pour checker un peu la normalité de votre distribution de rendement, de vos rendements plutôt. Ici, ce qui est très important, il faut regarder la corrélation. D'accord? Voilà un graphique qui vous montre la corrélation, qui reprend les histogrammes, qui vous montre la corrélation entre les deux actifs. Si c'était 3, 4 actifs, ça nous mettrait les paires de corrélation que vous avez. Donc, là, les symboles, là, c'est pour dire quand même que c'est très important comme corrélation. Et la corrélation des actifs, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte dans la construction de votre portefeuille. Donc, si vous voulez vraiment diversifier, il vaut mieux ne pas prendre des actifs trop corrélés. Et bon, on peut aussi prendre des actifs corrélés si, voilà, si par exemple vous investissez dans le S&P 500 qui est un indice boursier, vous savez que de toute façon là, il y a moins de risques
vous pouvez choisir des actifs qui sont quand même très corrélés au marché. Donc, ça dépend ici. Je ne vais pas vous faire un cours d'investissement. Je ne suis pas un spécialiste, mais moi, je sais faire l'analyse de données quand même. Vous avez maintenant les graphiques de vos rendements. Donc, vous voyez les actifs, le portefeuille. Si j'en ajoute, vous allez voir, ça va changer, ça va ajouter automatiquement. Et vous avez aussi d'autres graphiques, toujours pour vous permettre de comprendre vos rendements. On passe maintenant au rendement agrégé. D'accord? Là, c'est agrégé suivant. Est-ce que c'est mensuellement, hebdomadaire, d'accord? Est-ce que c'est trimestriellement, annuellement, etc. Et ici, il faut savoir que c'est une agrégation, la fonction d'agrégation est la moyenne ici. Donc, ici, moyennement, et je peux agréger, d'accord, de façon hebdomadaire, je peux agréger trimestriellement, je peux agréger annuellement, d'accord? Donc, voilà, j'ai 10 entrées effectivement quand je suis sur annuel parce que j'ai 10 ans. Donc, vous voyez, vous pouvez sauvegarder aussi. Très bien, vous pouvez sauvegarder. Et vous avez les statistiques sur vos données agrégées et vous avez aussi les graphiques. Donc, ici, en vert, c'est le portefeuille. D'accord? Le portefeuille, on est sur une agrégation annuelle. Donc, vous pouvez essayer de varier. Regardez, je vais essayer de varier les poids pour voir comment ça va changer. Est-ce que le vert va être au-dessus? Donc, ça, c'est peut-être l'objectif, c'est essayer d'avoir le vert au-dessus. Donc, il faut commencer par changer. Regarde, quand je change, là, je n'ai même plus besoin de faire le sommaire. Ça se calcule automatiquement. Donc, il faut toujours s'assurer que la somme des poids est égale à 1, strictement. D'accord? Donc, je peux encore changer. D'accord? Je peux changer. Et ça, n'importe qui peut être en train de faire ce que je suis en train de faire. Il suffit qu'il dispose de l'URL de l'application. Même s'il n'a pas R installé sur son ordinateur. Peu importe. Donc, voilà, je change. Je vais maintenant passer à l'analyse de performance. Donc, voici, ça c'est les écarts types, donc un peu les variances de mon portefeuille, comment ça évolue, la volatilité. Le ratio de Sharpe se calcule automatiquement aussi, d'accord, la variation temporelle du ratio de Sharpe. Et les drawdowns pour voir un peu ce que vous risquez de perdre. Et l'optimisation de portefeuille maintenant. Là aussi, c'est très intéressant parce que j'ai implémenté plusieurs méthodes comme la recherche de l'optimum rendement volatilité, mean variance efficiente. Donc, vous avez les résultats là, le poids qui vous suggère, etc. D'accord? Vous avez le visuel. Donc, il vous suggère un 50%, 50%. Regardez, c'est complètement différent de ce que l'on a mis au début. Donc, c'est un modèle qui tourne derrière, qui nous donne les poids optimaux selon la méthode que vous avez choisie. Donc, il vous dit de mettre 50% de votre actif dans Google et 50% aussi d'Amazon. C'est là que vous aurez l'optimum. Quand je peux maintenant essayer d'imposer une contrainte sur le poids. Par exemple, par défaut, il faut que la contrainte, qu'un poids ne soit pas supérieur à 0,5. D'accord? Donc, je peux laisser par défaut, je peux changer. D'accord? Regarde, étant donné que j'ai deux actions seulement, si je dis que je ne veux pas que le poids d'un actif soit supérieur à 0,3, ça va être bizarre. Donc, je laisse par exemple à 0,5. D'accord? Si je dis que le poids ne doit pas être supérieur à 0,3, ça ne pourra pas faire les 1, puisque la somme des poids doit être 1. Donc, je dis que je ne veux pas, par exemple, que le poids d'un actif soit supérieur à 0,5 ou, par exemple, supérieur à 0,6. Donc, quand je varie, les choses changent automatiquement. Donc, 0,5, par exemple, regardez le visuel. D'accord? Le visuel est là. Ça me suggère toujours 50%, 50%. Donc, c'est autant de méthodes qu'on peut implémenter. Il y en a d'autres pour l'optimisation de portefeuille. Donc, ça, je vais me rapprocher des spécialistes du domaine et essayer vraiment d'implémenter d'autres méthodes. Et quand vous finissez,
il faut évaluer. De la même façon que quand on construit un modèle de machine learning, il faut l'évaluer sur les données qu'il n'a jamais vues. C'est pareil ici aussi en investissement. Il faut évaluer votre stratégie. D'accord? Il faut pouvoir évaluer ce que ça peut donner. Donc, regardez ici, il y a la plage de données. Il faut sélectionner une plage de données pour l'estimation, un peu comme le train split en machine learning, et un autre aussi pour l'évaluation. Donc, je vais choisir par exemple de 31 décembre 2010. Donc, 31 décembre 2010. Et je vais prendre à 2015 par exemple, bien 2016, 31 décembre 2016. D'accord, regardez. Et regardez, les choses se sont calculées automatiquement. D'accord, ou bien bon, je prends à 2015, 31 décembre 2015. Automatiquement, les choses se sont calculées. Et vous avez les résultats ici. D'accord, je ne vais pas expliquer ces résultats parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous présenter l'application et ceux qui vraiment sont du domaine pourront comprendre comment l'utiliser. Donc ici, vous faites, maintenant je vais choisir, là j'avais choisi du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2015. Ici, je vais choisir du 1er janvier 2016. Donc 1er janvier 2016 à la fin, au 31 décembre 2020. Voilà. Je visualise maintenant. Donc ici, cette courbe-là et ce graphique-là, en fait, vous montre quoi? Si les poids des deux portefeuilles, du portefeuille d'estimation et du portefeuille d'évaluation, si les poids étaient également parfaits, la ligne là, ce serait cette ligne, c'est-à-dire, elle aurait pour angle 45 degrés. Donc, ce sera vraiment la diagonale du cadre, du rectangle, si vous voulez. Donc, ici, vous voyez que ce n'est pas du tout parfait. Les poids ne sont pas parfaits. Donc, ce n'est pas la même performance qu'on a eu en estimation qu'on a eu en évaluation. Ce n'est pas la même performance. Et c'est déjà normal parce que c'est le marché évolue, tout ça. Donc, et quand vous faites de la stratégie d'investissement, les gestionnaires de portefeuille vous disent toujours que les performances passées ne garantissent pas les performances présentes et futures. Donc ça, c'est la loi même qui l'impose. Il faut toujours dire ça aux clients pour qu'après, ils ne vous disent pas, ah, sur le papier, quand on a fait les calculs, on a eu 50% de rendement, mais après, j'ai eu des pertes, j'ai perdu de l'argent, voilà. Donc, il faut toujours vérifier. Donc, regardez, donc ici, c'est de la complexité, c'est de la programmation dynamique qui est là. Et comme je vous le disais, on peut contrôler le nombre d'articles. Ici, je vais en ajouter. Je vais, par exemple, ajouter. Donc là, je laisse toujours sur Google. D'accord? Je laisse toujours sur Google. Là, je mets Apple. Et je vais mettre Amazon, je vais mettre 0,3. Google, je vais mettre 0,2. Et Apple, je vais mettre 0,5. D'accord? Donc, je laisse par défaut là. Là, c'est calculé automatiquement de toute façon. Et vous avez rapidement les données. Regardez, ça change. Apple, Google, Amazon. Directement, les statistiques, les histogrammes. Vous voyez, l'histogramme d'Apple s'est ajouté. Et les graphiques aussi. Et par la même occasion, vous avez aussi, au niveau des rendements, vous avez tous les résultats automatiquement. D'accord? Regardez les corrélations entre les différents actifs, les rendements. D'accord? Vous voyez, ça a été tracé en même temps. Les autres aussi. Voilà. Les rendements agrégés. Donc, votre portefeuille, il est toujours quelque part là, maintenant en bleu. D'accord? Vous pouvez jouer avec les poids pour essayer de voir quel poids passe la courbe de votre portefeuille en haut, par exemple. Donc, ici, on pouvait agréger les données de façon mensuelle, par exemple. D'accord? C'est comme vous voulez. Vous avez la possibilité de sauvegarder au fichier CSV
Donc, l'analyse, vous pouvez faire différentes analyses et l'optimisation aussi. Voilà. Donc, voilà un peu l'application que j'ai créée pour l'analyse de portefeuille. Tout ceci avec AirShiny. Et cette application, je vais continuer à l'améliorer. Déjà, elle est disponible. Je mettrai les liens de mes deux applications. Vous allez pouvoir les utiliser et me faire des retours. N'hésitez pas à me contacter par LinkedIn ou sur mon site web. De toute façon, je mettrai les contacts dans la vidéo, dans la description, et vous allez pouvoir me contacter et me faire vos retours. Ça me permettra d'implémenter le code pour améliorer ces deux applications. Je m'en voudrais de finir cette vidéo sans vous parler un peu de mon retour d'expérience sur cette période, cette dernière semaine que j'ai consacrée à la création des deux applications dont je viens de vous montrer en démo. Alors, la création de ces deux applications déjà m'a permis d'avoir une forte capacité de travailler intensément sur un projet et de vite prendre en main de nouveaux outils. C'est vrai que je savais déjà coder en R, mais je n'avais jamais auparavant créé une application avec AirShiny. Et j'ai commencé il y a une semaine de ça et regardez le travail que j'ai pu abattre. Ce n'est pas que coder en AirShiny est tellement facile, d'accord? Même si c'est pas compliqué, c'est quand même un langage, c'est du code et il faut savoir le faire. Mais vu que c'était vraiment mon objectif et c'est une passion chez moi, j'ai pu vraiment travailler intensément. Quand je dis intensément, c'est intensément, hein, parce que euh, sans me flatter, je connais pas beaucoup de personnes qui peuvent faire ne serait-ce que même l'application sur le Camins comme ça et en plus l'application sur l'analyse de portefeuille où j'ai dû d'abord aller comprendre comment se fait les calculs, quelles fonctions on utilise, comment on fait de l'analyse de portefeuille, comment on optimise les choses et pouvoir maintenant implémenter tout ça dans un code et de transformer en application web. Et c'est de la programmation orientée objet et c'est de la programmation dynamique. La programmation dynamique, c'est un autre concept encore de la programmation. Et puis tous les programmeurs, tous les développeurs ne font pas de la programmation dynamique. Moi, j'ai appris à faire de la programmation réactive et dynamique en quelques jours. Et voilà le résultat, vous avez vu en démo. Donc, comme je le disais, j'ai maîtrisé davantage la programmation orientée objet et la programmation dynamique. J'ai maintenant une forte capacité à traduire des besoins métiers en projet de création d'applications. Donc, je me suis mis en fait dans la peau d'un consultant, par exemple, qui, dans une entreprise, l'a chargé de construire ses applications pour ses besoins. Donc, voilà. Je ne suis pas économiste, je ne suis pas financier, mais j'ai dû aller chercher l'information. J'ai dû aller regarder la documentation pour comprendre comment l'analyse de portefeuille se fait et pouvoir maintenant implémenter tout le process dans un code R et le transformer maintenant en application. L'implémenter dans un code R, ce n'est même pas un problème. Transformer maintenant en une application qui est quand même simple d'utilisation. D'accord? C'est là le plus gros problème. Et ça, j'ai vraiment développé cette capacité à traduire des besoins métiers en projet d'application. Donc, ce qui m'a amené à développer par conséquent ma capacité à implémenter dans une application web interactive les processus de prise de décision basés sur les données. Que ce soit avec l'application sur le Camins ou l'application sur l'analyse de portefeuille, vous pouvez l'utiliser pour prendre des décisions. Et ces applications, je vais les améliorer continuellement. J'ai aussi développé ma capacité à réaliser des applications web à la demande et sur mesure. Donc, si vous êtes une personne, voilà, que vous êtes une entreprise ou une organisation de recherche, un institut de recherche, si vous voulez créer des applications d'analyse statistique ou pour faire des modèles de machine learning
des applications sur mesure qui répondent vraiment à vos problématiques internes, vous pouvez me contacter et on va collaborer ensemble pour réaliser votre projet. Maintenant, vu que moi, mon objectif, c'est toujours de démocratiser les compétences liées à la data, j'ai quelque chose pour toi qui me suit, qui regarde cette vidéo. Bientôt, déjà, il faut savoir que ce que j'ai pu faire, tu peux le réaliser aussi. Il suffit d'avoir la volonté d'apprendre. Donc, bientôt, je vais sortir, avant même de te dire comment je peux t'aider, il faut savoir que tu peux trouver tous les tutoriels et cours sur AirShiny disponibles gratuitement sur Internet. Donc, tu peux taper sur Google AirShiny. D'ailleurs, je te mettrai le lien de le lien de AirShiny, le lien du site web de AirShiny dans la description de cette vidéo. Tu peux aller, ils ont plein de tutoriels qui vont t'aider à démarrer. Il y a aussi des tutoriels sur d'autres plateformes sur Internet que tu peux trouver qui vont te permettre de démarrer. Mais il faut savoir que la majorité de ces tutoriels ou cours que tu trouveras sur Internet n'effleurent que la surface de Shiny. Quand je dis surface, c'est vraiment surface, c'est-à-dire tu vas avoir des tutoriels qui vont te permettre de créer un onglet, de différencier telle ligne de commande là, de mettre, en fait, quand je dis ligne de commande, c'est de mettre les boutons de contrôle à gauche et tes graphiques dans le panneau principal, ou des tutoriels qui vont t'apprendre à construire des histogrammes interactifs. Ça, c'est pas créer une application, ça. D'accord? Pas de créer une application, c'est vraiment une application qui répond à un problème. C'est pas en amenant un histogramme interactif à ton manager que tu vas régler le problème de l'entreprise. Donc, il faut savoir déjà que, ça, je ne te le cache pas, tu peux faire tes recherches, trouver tes ressources et apprendre. Mais tu vas prendre beaucoup de temps. Moi, j'ai travaillé intensément, j'ai dû chercher la documentation, d'accord? À un moment donné, j'ai vu que, en fait, tous ces tutoriels que je voyais sur Internet n'allaient pas m'aider à faire grand-chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis donné des objectifs, créer des applications quand même utiles et je suis allé de façon intensive, pas à pas, pour le faire. D'accord? Donc, je veux t'éviter de peut-être galérer comme moi en te donnant une formation bien structurée. Et d'ailleurs, très rare, moi je travaille beaucoup avec les étudiants de grandes universités, hein, que ce soit à Paris, en Allemagne, au Canada, euh, qui disent qu'ils sont en statistique, qu'ils sont dans des filières data science, mais on ne leur apprend pas à développer des applications avec Shiny ou avec n'importe quel autre framework. Donc, très rares sont les formations classiques à l'université qui te forment réellement sur Shiny. Donc, les professeurs, d'abord, eux-mêmes pour la majorité, ne maîtrisent pas tellement. Donc, ils viendront te mettre un tutoriel pour créer un histogramme interactif et c'est tout. Il te faudra une formation bien structurée et pratique qui te permettra de réaliser des applications à forte valeur ajoutée. Et quand je dis à forte valeur ajoutée, c'est vraiment à forte valeur ajoutée. Ce n'est pas seulement réaliser un tableau de bord qui est le problème. C'est pouvoir créer une application qui te permet même d'automatiser la génération de tes tableaux de bord, la création de tes tableaux de bord. Et c'est là la valeur ajoutée. Bon, si tu sais coder, franchement, tu n'auras pas de problème à prendre les données et à créer un tableau de bord. Ça, c'est très simple. Mais créer une application qui te permet de générer automatiquement tes tableaux de bord, ça, c'est autre chose. Et ça, c'est vraiment là où il y a la valeur ajoutée. Et c'est ce genre de formation qui te faut. Le genre de formation sur AirShiny qui te permet de comprendre ce qu'on appelle programmation dynamique et réactive, les conditionnels panel, il y a plein de fonctionnalités que si on ne t'explique pas clairement, tu ne peux pas comprendre. Et moi, j'ai la solution pour toi. Déjà, tu viens de voir les applications que j'ai conçues en si peu et je suis en train de travailler sur d'autres que je n'ai pas montrées et qui sont très complexes, très complexes. J'ai la solution pour toi.
Je vais bientôt publier un livre sur le développement d'applications web et la conception de tableaux de bord avec Airshiny, avec des cas réels en entreprise. Et tu trouveras aussi bientôt sur mon site web une formation sous forme de vidéo, comme j'ai l'habitude de le faire, pour te permettre de renforcer les connaissances acquises dans le livre. Donc, quand je vais sortir c'est le livre et la formation sur le site web, il faudra prendre les deux, le livre et la formation, parce que les deux iront de pair. Sur le livre, je vais prendre le temps pour expliquer les choses, la théorie et les cas pratiques, tout ça. La formation viendra renforcer un peu tout ça parce que certains captent mieux quand ils entendent un son et d'autres vont capter mieux quand ils lisent seulement un livre. Donc, je te donne l'opportunité d'avoir les deux types de supports. Et non seulement ça, à part le livre et la formation, je vais te fournir non seulement tous les codes de mes propres applications, mais les applications que j'ai créées. Et quand tu auras tous mes codes, tu pourras apprendre de ces codes-là. D'accord? Tu vas tester mes applications. Tu as le code sous à côté. Tu verras le code est bien commenté et comme ça tu pourras comprendre, ah, voilà comment faire ceci, voilà comment on met de la dynamique, voilà comment on met ce graphique interactif dans ce panel, voilà comment on met une condition sur l'apparition d'un onglet. Voilà. Donc, ça déjà, je vais te les fournir et aussi tous les codes complets des applications qui sont dans les exercices du livre et de la formation. Donc voilà les trois moyens que je te propose pour vite, je dis vite, très vite, prendre en main Shiny, savoir créer des data products qui ont de la valeur ajoutée pour ton entreprise et même qui vont te permettre de vendre ta compétence, cette compétence-là, et à des entreprises, d'accord? Et de pouvoir te faire de l'argent par la même occasion. Et ça de manière efficace et pratique. Donc, tiens-toi prêt, bientôt ça va sortir. Lorsque je parle de formation, les gens me demandent des certifications. Il faut déconstruire cette idée-là, cette mentalité. Le diplôme ou les certifications ne vont te mener nulle part. Lorsque moi j'ai commencé à m'intéresser à la data science en début 2018, je pense, oui, fin 2018, je faisais plein de cours sur Internet. Je collectionnais les certifications. Les certifications, en fait, ne t'amènent nulle part. Ce n'est pas les certifications, ce n'est pas les cours que tu suis sur Internet qui te permettent de maîtriser. Ce sont les projets que tu fais avec. Donc, il faut déconstruire cette mentalité-là d'un papier qui atteste. Ce qui va attester de tes compétences, c'est ce que tu peux faire avec ces compétences-là. C'est la création c'est l'application que tu as créée. Et quand tu le montes, quand tu le déploies en ligne, voilà, faire une application, c'est simple. Et le déployer, c'est encore toute une histoire. Quand tu le déploies et que tu as 10, 20, 30, 50, 100 utilisateurs, là, le recruteur sait que voilà, celui-là, c'est du lourd. C'est pas des paroles en l'air. En tout cas, les vrais recruteurs. Parce que, excusez-moi, je sais qu'il y a des recruteurs vraiment stupides, d'accord, qui veulent une chose et son contraire. Donc, les vrais recruteurs, quand ils voient tes réalisations, tu peux écrire un seul mot dans ton CV, ils s'en foutent. Ils vont t'appeler et ils vont te proposer le job. D'accord? Ici, je veux t'amener à savoir faire. Je ne veux pas te fournir un bout de papier pour dire que tu sais faire et c'est fini. Il faut que, en tout cas, ceux qui pensent, ceux qui continuent à ce 21e siècle de penser certification, diplôme, certification, il faut sortir ça de votre tête. Je sais que l'environnement francophone est beaucoup axé sur le diplôme, mais nous, en tant que jeune génération, on doit déconstruire cette idée-là. Le bout de papier-là ne vous amènera nulle part. Quand vous voulez acquérir de nouvelles compétences, il faut vraiment travailler à les acquérir et construire des choses à partir de ce que vous avez acquis comme compétences pour les montrer maintenant. D'accord? Il faut être toujours dans la démonstration. Et moi, je suis toujours dans la démonstration. Et ceux qui me connaissent
viens travailler avec moi sans que je ne crie dans tous les toits que je sais faire ci, je sais faire ça. J'ai 4 livres à mon actif sur le machine learning, sur la data science, la programmation avec Python, l'analyse de portefeuille. Je travaille avec des étudiants qui sont dans dans des écoles, soi-disant haute école, à 30 000 euros l'année, mais qui ne savent pas faire le tiers ou bien le dixième de ce que je sais faire. Donc, moi, je ne suis pas dans les paroles, je ne suis pas dans le diplôme, je ne suis pas dans les certifications, je suis dans le concret. Et mes œuvres, voilà, que tu partes sur mon site web, que tu partes sur ma chaîne YouTube, que tu regardes ma page auteur sur Amazon, je te mettrai tous ces liens-là dans la description de la vidéo. Tu verras certaines de mes réalisations. Et les applications que j'ai créées là, tu les verras aussi. Et tu pourras te faire une idée de celui qui te parle. Même si très souvent, je ne montre pas mon visage. Mais ceux qui me connaissent. Donc, j'aimerais que vous, en tout cas dans la communauté, que nous déconstruisons cette idée-là de toujours avoir un diplôme, un certificat qui atteste de nos compétences. C'est pas ça. Le manager, un vrai manager, il se fout de ça. C'est ce que vous pouvez lui apporter. C'est ce que vous avez créé. Et quand il le voit, il sait maintenant de quoi vous êtes capable. Donc, j'ai pris le temps pour faire cette clarification parce que je ne veux pas travailler avec les plaisantins, quoi. D'accord? Je veux travailler avec des personnes sérieuses qui savent vraiment ce qu'elles veulent. Donc, tiens-toi prêt. Mon livre et la formation vont bientôt sortir. Et en très peu de temps, de façon efficace et pratique, tu pourras savoir créer des applications avec Airshiny. Pour le moment, tu peux me contacter sur mon site web afuda-datascience.com. Tu peux m'envoyer un mail sur contact@afuda-datascience.com. Sur LinkedIn aussi, j'y suis. Donc, il suffit de taper Josué Afuda dans la barre de recherche de LinkedIn, tu vas me trouver. Et sur Facebook, ma page, c'est JA Data Tech Consulting. Tu vas trouver certaines de mes publications aussi. Donc, je te mettrai tous les liens nécessaires, d'accord, dans la description de la vidéo. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je te remercie vraiment. Elle a été très longue, mais il fallait le faire. Et tiens-toi prêt, comme je l'ai dit, bientôt, voilà, début mars ou mi-mars, je vais sortir le livre et la formation sera publiée sur mon site web et tu pourras les acquérir. Et aussi, je te prie, je te supplie pas, parce que je supplie seulement Dieu, je te prie de t'abonner à la chaîne, d'accord? De t'abonner, de liker pour que YouTube puisse, parce que c'est question d'algorithme, plus vous likez, plus YouTube va montrer la chaîne à d'autres personnes et tout le monde sera aussi au parfum des informations. Donc, ça fait plaisir quand voilà, tu reçois des messages, des gens qui t'encouragent. Et merci déjà pour tous mes abonnés. Je vous aime très fort, d'accord? Même si je ne vous connais pas individuellement tous, mais sachez que je vous porte dans mon cœur. Et très bientôt, je vais préparer des trucs spécialement pour mes abonnés YouTube. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification. Comme ça, tu seras le premier informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et on se dit à très bientôt.